Disons que si on s'en tient aux images qu'on vient de voir, elles sont importantes dans la mesure où, malgré une situation de fait que tout le monde peut constater, il y a quand même une part de déni qui demeure notamment côté israélien. Pour rappeler un message, une position officielle qui a été exprimée par l'un des porte-parole de l'armée il y a 2-3 jours, la situation n'est pas qualifiée côté israélien de crise humanitaire. Tout à fait, nous l'avions diffusé sur notre antenne. Or, les quelques images que vous avez diffusées montrent le contraire, et je parle de quelques images parce que effectivement il manque de journalistes internationaux à Gaza parce que précisément ils sont interdits d'entrer. Et là il y a de mon point de vue aussi un problème du point de vue du droit à l'information pour relater la situation réelle, puisque en même temps, l'armée israélienne non seulement nie la situation de crise humanitaire, mais conteste aussi, par exemple, le bilan macabre des victimes palestiniennes. Donc, le mieux serait de permettre à la presse, aux médias internationaux de pouvoir entrer à Gaza et d'être protégés en même temps, puisque je rappelle que des dizaines de journalistes ont également été victimes de cette guerre. Je voudrais quand même vous faire réagir, monsieur, à une autre image qu'on a vue dans le récit de Valérie Le Rouge. C'est Israël, et on l'a entendu aussi avec le porte-parole sur nos antennes, un des porte-paroles de l'armée israélienne qui dit que, et on voit ces images en noir et blanc là, tournées par l'armée, de soldats israéliens qui déposent ou déposeraient des bidons de carburant, et Israël assure que le Hamas n'a pas voulu que les hôpitaux s'en saisissent. Comme si plus on est dans la misère, plus c'est terrible, mieux ça sert aussi, et ça dessert Israël dans la communication, puisqu'on sait bien qu'il y a aussi une guerre des images et une guerre de la communication. Le Hamas peut faire ça, empêcher les hôpitaux de se saisir du carburant? Moi, je dirais plus largement, on est dans un conflit armé, et par conséquent, lorsque l'information vient de l'une des parties prenantes, on bascule mécaniquement dans une forme de propagande, côté Hamas comme côté israélien. Et malheureusement, les précédents en matière de conflit israélo-palestinien montrent qu'on ne peut pas se fier mécaniquement, automatiquement aux propos des uns et des autres. D'autant plus que là, il y a même un paradoxe, une contradiction, parce qu'en gros, le message qui consisterait côté de l'armée israélienne à aider finalement la population en fournissant un minimum... À permettre aux hôpitaux de fonctionner. Oui, mais le problème de fond, c'est quand même le siège total qui ne permet pas à Gaza et à sa population civile d'accéder à des besoins de première nécessité, ce qui relève précisément d'un crime de guerre. Donc ce n'est pas quelques barils qui changeront la donne de ce point de vue. Benjamin Netanyahou est présenté comme un stratège au regard de ce conflit et au regard des opérations précédentes israéliennes à Gaza. C'est aussi ce qu'on pourrait qualifier d'un criminel de guerre. Et vous avez dit que vous alliez recevoir le juge Trevidi. Je pourrais revenir sur précisément ce qui est prévu par les statuts de Rome devant la Cour pénale internationale d'ailleurs, qui est saisie via son procureur d'une série de plaintes en crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire génocide, à la fois par des partis civils qui visent des dirigeants militaires et politiques israéliens, mais aussi des familles israéliennes qui visent pour le coup des membres du Hamas, auteurs de crimes contre les Israéliens, y compris en matière de prise d'otages. Donc voilà, il y a là un conflit à la fois classique et exceptionnel, mais qui ne doit pas échapper, je pense, aux lois internationales, et en particulier en matière de droit international humanitaire. Par les membres onusiens, puisqu'il y a une organisation de l'ONU pour les territoires palestiniens qui ont perdu au moins 100 personnes, eh bien, je vous laisse regarder ces images. Il y a eu une minute de silence et puis aussi des drapeaux mis en berne par l'ONU aujourd'hui pour rendre hommage à ces personnels tués dans ce conflit. L'ONU qui prévient aujourd'hui que, vu les conditions que vous rappeliez, Monsieur Nabli, que les opérations humanitaires de l'ONU pourraient cesser dans 48 heures. C'est-à-dire que plus rien, quoi. Plus de recours, plus d'aide, hormis les médecins, évidemment, qui travaillent sur place. Les services de l'ONU, en fait, n'échappent pas à la situation de blocus et même de siège. Et je le rappelle, en fait, c'est pas une interprétation de ma part. Un siège total est interdit par le droit international humanitaire et il relève d'un crime de guerre. Donc là, pour le coup, c'est aussi un renvoi à la responsabilité d'un État qui se présente comme démocratique et qui viole de manière assez manifeste
des obligations premières du droit international humanitaire. Et ce qui est remarquable, c'est aussi que voilà, une institution aussi reconnue, aussi légitime que l'ONU, à travers ses services, n'échappe pas finalement à ce à quoi sont soumis également les simples citoyens palestiniens. J'attends. Oui, en effet. Alors, ils jouent aussi un autre rôle très important d'un point de vue politique, c'est qu'ils permettent aux Occidentaux d'assumer officiellement et formellement leur position de principe qui consiste à dire nous ne négocions pas avec les terroristes. Et donc, on a un intermédiaire pour ça, mais cet intermédiaire, le Qatar en l'espèce, il ne fait que transmettre les revendications ou les positions occidentales en fonction des cas ou des dossiers. Là, mais comme ça, il parle aussi. Ismaël Haniyeh était, je crois que c'est du Qatar d'où il s'exprimait. C'est ça que j'aimerais que vous nous disiez aussi, peut-être, parce qu'il y a deux visages du Hamas. Il y a bien un Hamas politique qui a pignon sur rue au Qatar et dont on a absolument besoin aujourd'hui. Non, le tabou, c'est la place du Hamas dans ce qui pourrait être les futures négociations. Comment imaginer branche politique ou branche militaire? Là, on a évoqué la branche politique du Hamas. Même la branche politique du Hamas, on a encore du mal aujourd'hui à imaginer qu'elle puisse être considérée comme une partie légitime, une partie représentative des Palestiniens dans des négociations. Parce qu'elle est complètement proscrite, elle est diabolisée depuis le 7 octobre, plus que jamais, je dirais, puisqu'elle était qualifiée comme organisation terroriste avant, il faut le rappeler aussi, officiellement, côté européen, américain, israélien. Donc aujourd'hui, elle est plus diabolisée que jamais. En même temps, on voit peut-être dans nos contradictions, voire plus, peut-être une brèche et une voie, une perspective possible. Dès lors que, effectivement, on accepte formellement la présence physique, politique de cette branche, de ces représentants politiques du Hamas sur le territoire d'un allié stratégique pour nous, la France ou pour les États-Unis, c'est qu'on admet finalement cette réalité qui est indépassable, à savoir que le Hamas représente quelque chose des Palestiniens ou de la Palestine et que derrière les discours et les postures qui s'expliquent du fait de l'impact affectif après l'attaque du 7 octobre, il y a une réalité politique et qui fait que d'un point de vue pragmatique, le Hamas fera partie de l'équation diplomatique et politique après le conflit. C'était la même chose en Afghanistan pour les talibans.